C'est quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que vous faisiez avec l'Argentine? Avec Total? Ah, ça, c'est les actionnaires de Total. J'avais oublié de les virer. Vous vous rappelez ce qu'on dit? Casse-toi, connasse, on veut aller voir si on a gagné des actions. Oui, on va parler, bien sûr, des actionnaires. On va parler des révolutionnaires. C'est la revue de presse du monde moderne. Bienvenue, vous êtes chez vous. Bajned, comme on dit, Bajned. Il y a eu un avant et un après. C'est ce cri de ralliement, ce mode de vie de ceux qui savent que tout ça, c'est éphémère. Tout ça, il ne faut pas le prendre au sérieux. Que finalement, il n'y a rien de plus sérieux qu'un plat de caillettes à la cantine du Sénat. À part ça, Bajned. Bajned, on s'en fiche. Bajned, on y croit. Bajned, on veut rire, même si on a l'impression qu'il faudrait pleurer. C'est vous, c'est les Modernos. Salut, la meilleure communauté de Twitch. Twitch, c'est ici. La revue, elle est aussi en différé sur YouTube. Elle est toujours avec un débit à faire pâlir d'envie. AOL des années 90, le délitement de la finance, le retour de du tout. Au secours. Ah non, c'est revenu. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Voilà. C'est comme ça. Hein. C'est aussi ça. Hein, le sel de cette revue de presse, c'est se sentir vivant et se sentir toujours sur le fil du rasoir. Se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que nous d'accord. Bon, alors j'ai perdu le Discord en attendant. Bon, je vais peut-être pas essayer de faire tout en même temps. Hein. Je crois que voilà, c'est comme ça. Au moins là, visiblement, ça suit, ça tient, et on peut faire la revue de presse comme d'habitude. C'est-à-dire dans des conditions déplorables. Donc, oui, je reviens sur les nouvelles du jour. Rachida Dati qui balance Gilles Legendre, le trop subtil et trop intelligent de la Macronie. Signalement sur le député Gilles Legendre au procureur pour des faits de harcèlement sexuel selon le Parisien. C'est minable, s'insurge un proche. Elle veut juste sauver 2 circos de la droite à Paris. Sacré Rachida. Oh, si t'as trouvé que ça, les mains aux fesses de Gilles Legendre. Bah alors. Alors, on a oublié, mais le gouvernement Philippe, ils étaient, je sais pas combien, à avoir dû payer le fisc pour revoir leurs déclarations parce qu'ils avaient fait des mauvaises déclarations. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est la déclaration d'impôt, vous êtes tous penchés dessus, c'est compliqué. Merci Funky Dude pour les 5 mois d'abonnement. Merci à tous de vous abonner. Je vois que vous êtes tous en train de vous abonner. On fera la récap à la fin de cette revue de presse. Dure nuit, grand café, oui. Grand café parce que les petites tasses ne sont pas lavées, tout simplement. Agressé par le gendre, c'est chaud. C'est compliqué, tout ça est compliqué. C'est extrêmement compliqué. En fait, on se lève tous les matins. La seule chose qui nous fait tenir, hein, c'est de se dire qu'Emmanuel Macron est notre président quand même. Et ça, voilà. Personne d'autre peut le dire à part les Français. Hein, voilà. Vous allez voir, on va parler du vote des Français de l'étranger aussi, qui est complètement empêché. C'est des bugs techniques. McKinsey a sans doute fait du conseil bien comme il fallait pour faire que ce soit complètement pété.
Alors oui, bien sûr, il y a ceux qui ne payent pas d'impôts, comme nous dit Bob Le Grutier, évidemment. Allez, bien heureux. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas comment remplir leur déclaration d'impôt parce que c'est trop compliqué. Moi, par exemple, je ne sais plus entre les piges d'un côté, le théâtre de l'autre. Alors c'est pas des sommes mirobolantes, hein, mais c'est juste ultra compliqué. Donc voilà, j'ai toujours pas, enfin j'ai fait, mais j'ai dit attendez, j'ai pas fini, j'ai pas compris. J'ai essayé de les appeler, on verra comment ça se passe. Et puis il y en a qui en payent beaucoup, évidemment. Alors les impôts, attention, c'est important parce que ça fait qu'on a un hôpital qui fonctionne. Le problème, c'est qu'il faudrait un audit général des finances publiques, pas avec, pas avec la Cour des comptes, hein, et pas avec des mecs sortis de l'ENA qui sont à la Cour des comptes, justement, ou conseillers d'État. Pas avec ces mecs-là. Non, il faudrait un audit indépendant de McKinsey, par exemple. Non, je déconne. Non, un audit citoyen, en fait. Hein, de mecs, peut-être il y a des comptables, des notaires, des gens, tu vois, qui disent non, mais finalement, j'aimerais savoir où va la thune. Voilà. Parce qu'on paye beaucoup d'impôts et l'école est en lambeaux, l'hôpital est effondré, bon, la sécurité, n'en parlons pas, les transports en commun, la SNCF qui t'explique que oui, alors le TER était bondé, il a mis 3 heures pour faire le Havre-Paris et vous étiez donc plus du double de ce qui était prévu avec des billets, mais donc on n'a pas annulé la rame parce qu'on voulait que vous arriviez. C'est une fausse excuse. Moi, je découvre l'enfer des TER. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des heures de pointe, la SNCF, et ils font exprès de pas faire des rames plus grandes. En disant, ben oui, c'est comme ça. Hein, voilà, on n'a pas prévu. Donc, à un moment, moi je veux bien payer des impôts, je trouve ça formidable, mais je veux savoir où va la thune. Parce que si c'est pour payer hein, les petits cochons truffés dans des plats en argent sur des nappes blanches immaculées dans les palais de la République, ça va 5 minutes. Hein. Donc je pense qu'il va falloir revoir peut-être la réaffectation des budgets, notamment celle de la première dame, hein, poste qui n'existe pas, mais quand même Brigitte, c'est plus de 400 000 balles par an pour on sait pas quoi, pour répondre hein, et pour montrer du doigt des professeurs. Non, lui, il est pas gentil, il a dit du mal de Jean-Michel Blanquer. Ne déconnez pas avec ça. Et donc voilà, c'est juste ça. J'aimerais savoir. Jean-Brigitte, enfin bon, couleur taupe. Non, au Sénat, les nappes sont blanches. Et on y mange bien. Non, mais c'est vraiment bien. Et du coup, mais ça encore, je veux bien payer, tu vois, parce que c'est l'élégance à la française. Il y a un truc, tu vois, tu te dis, bon, et pourquoi pas hein, mais après, tu vois, te dire que tu payes aussi pour les slips de Coralie Dubosc, là, ou je sais pas comment elle s'appelait, qui ne s'est pas représentée, mais qui donc s'achetait des maillots de bain et des slips sur ses frais de députation. Non, stop. J'ai pas vu, non. Ah ouais, non, mais alors ça, c'est des bouquins qu'il faut pas lire. Hein. Enfin, ouais. Bon. Bienvenue, Bajned, c'est la revue de presse du monde moderne. Il est sympa le Lambris, c'est chez ma belle-mère, où je squatte pour le moment, voilà. Vous voyez, la vie est ainsi faite. Hein. Il n'y a jamais d'audit. Ah non, alors la dette, c'est autre chose. Non, la dette, ça va exploser. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on va vivre dans la misère. Et d'ailleurs, Villeroy de Galhau, hein, Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France, hein, qui était un mec qui faisait du revolving, du pré-revolving, qui a mis dans la précarité, dans la pauvreté absolue des milliers de Français. Donc François Villeroy de Gallo, j'y arrive pas décidément, explique que c'est bon la remontée des taux parce que ça va sauver le secteur financier. Voilà, donc ils vont manger des pauvres, c'est toujours bon pour la santé du secteur financier. Pour nous, ça va être plus compliqué. Dans les autres bonnes nouvelles, alors outre le fait que Gilles Legendre se retrouve accusé d'agression sexuelle, enfin bon, on ne sait pas, nous avons le potentiel retour de Marlène Schiappa. Oui, alors je sais, vous me dites, mais non, mais comment c'est possible Eh bien, elle ne perd pas espoir de revenir grâce à notre ami Gérald Darmanin, le meilleur. Gérald Darmanin, quand même, le mec, c'est plus un ministre, hein, c'est juste un mytho, mais il continue de faire son boulot, quoi. C'est formidable. Alors là, nous avons la chance, voilà ce qu'il a dit en Conseil des ministres, hein, Gérald, nous avons la chance d'avoir une ministre exceptionnelle. J'espère que nous l'aurons de nouveau dès juillet, a-t-il lancé au dernier Conseil des ministres. C'est dans le Canard enchaîné. Voilà. Donc Darmanin qui œuvre en coulisses pour faire revenir Schiappa, parce qu'on se disait mais oui, mais attends, elle se présente pas parce qu'elle sait qu'elle va se prendre une énorme veste si jamais elle essaye d'être députée. Et là tu te dis non, attends, il veut la faire revenir alors qu'on était débarrassé de Schiappa. Elle va pouvoir écrire un livre par semaine, puisque c'est à peu près tout ce qu'elle sait faire, écrire des livres mal écrits. D'ailleurs, Antoine m'avait fait lecture de quelques bouquins. C'est juste pas lisible en fait. C'est voilà.
Et donc, bah voilà, vous étiez tristesse. Vous pouvez être joie. Chiappa va peut-être revenir dès juillet. Et vous allez voir un peu toutes les magouilles qui sont en train d'être faites entre Borne, Darmanin, l'Allemand qui est intouchable. Hein. Alors lui, il pourrait mais décapiter des manifestants. Dire, non, mais c'est des supporters anglais. Hein, ils sont très, très sauvages. Hein. Non, mais le coup de matraque, là, où tu lui as enlevé la tête du corps. C'est filmé, tout le monde l'a vu. C'est pas du tout dans les pratiques de maintien de l'ordre à la française. Hein. J'adore ça, tu sais, le dogme du maintien de l'ordre à la française. Ça s'appelle le sbeul en vrai. Les mecs, allez, c'est le sbeul. Et ils arrivent, et alors le pire au Stade de France, je reviens là-dessus parce que c'est formidable. Ce fiasco, ça montre toute la nullité de la Macronie. C'est-à-dire qu'ils sont nuls, tout le monde le sait, le monde entier le sait. Les Anglais demandent une enquête indépendante, la FIFA, l'UEFA, tous ils sont là à dire non mais ça va, arrêtez vos conneries. Les mecs s'enferment dans leurs mensonges. C'est jamais leur faute. C'est toujours la faute de l'autre. C'est maintenant, ils ont eu les Russes. Et là, vous avez Brice Couturier. Mon ami Brice, hein, je l'ai connu, on partageait le plateau du 28 minutes ensemble. Brice Couturier, c'est le champion du monde, toute catégorie du c'est la photo russe. Ça y est, on attendait à ce qu'il blâme les Russes. C'est Brice Couturier qui s'y est collé en disant c'est quand même bizarre tous ces faux billets. Ce serait pas des fois les Russes qui les a imprimés, hein? Des fois. Non mais je dis ça. Et les mecs, ils disent ça sérieusement. Il y a un autre que j'arrive plus, c'est Bouzou le clown. Nicolas Bouzou. Excusez-moi, là, ce matin, je suis très remonté, mais Nicolas Bouzou, le mec qui fait les rapports pour dire que LVMH, c'est super. Ou t'as, comment il s'appelle, Bernard Arnault qui dit, il est formidable, mon petit Bouzou. On a fait plus de profit que la moitié du CAC 40 et il nous explique que nous sommes les meilleurs. Donc Bouzou qui fait le monsieur loyal hein, du grand rendez-vous des actionnaires de LVMH, lui il t'explique qu'il faudrait rouler à 110 km/h et baisser à 19 degrés le chauffage l'hiver pour enfin gagner la guerre contre les Russes. Et là tu te dis, c'est forcément une blague. Le mec, il dit ça, c'est forcément pour rigoler. Eh ben non, il dit ça au premier deg. Team premier degré. Et j'ai tellement du mal à suivre ce qui se passe dans Télé Débilos en ce moment, parce que c'est que ça, hein. T'allumes la télé, tu dis mais attendez, je ne peux pas croire que la France se résume à des ministres qui mentent, des commentateurs qui racontent n'importe quoi et des journalistes qui sont juste des animateurs. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire non plus qu'Emmanuel Macron ait été réélu pour 5 ans. Si, vraiment. Vous me faites une blague. Je suis pris de rire nerveux, en réalité. Non mais, c'est délirant. Et alors le pire, c'est Estrosi, maire de Nice, hein. Le motodidacte. Donc lui, il était champion de moto, il est devenu maire de Nice. Bon, entre-temps, il a été chez LR, machin, maintenant il est macroniste. Ah, blinde. Lui, il t'explique que, bon, c'est la preuve qu'il faut accélérer sur la reconnaissance faciale pour les JO. Parce qu'en fait, les JO, ça ne sert qu'à accélérer le contrôle des populations. Hein, c'est pas pour le sport, la beauté du sport, non, ça, oubliez. C'est pour voir si on peut gérer des flux et si on peut faire avancer la biométrie, le contrôle au faciès, enfin toute la merde qu'ils veulent nous vendre. C'est insupportable. Entre-temps, Davos, c'est fini. Ils sont tous rentrés en jet dans leur limousine en nous expliquant très doctement que bon, il va falloir fermer vos gueules hein, parce que la liberté d'expression, ça va 5 minutes, mais les réseaux sociaux, ça devient vraiment dangereux. C'est une arme, attention. Là, j'en peux plus. J'en peux plus, les Français. À un moment, il va falloir se rendre compte que c'est une petite élite autoproclamée qui maltraite une grande partie de la population qui aimerait qu'on lui foute la paix. Ça devient dingue. La reconnaissance faciale, putain. À un moment, il faut juste dire non, mais dès que tu vois une caméra, hop, pas une bombe au poivre. Hein, tu sais, désolé, monsieur l'agent, je faisais une œuvre de street art. Je pensais que c'était bien, que c'était valorisé par la préfecture de police. D'ailleurs, j'ai fait une magnifique fresque, vous voyez, une ode au préfet l'allemand. Voilà, c'est très beau. Oui, on le voit. Oui, ce sont les fesses du préfet, oui. Bah oui. Je trouvais que nu, il était plus beau. Nu avec sa casquette, ça en jette quand même, monsieur l'agent. Voilà, on peut vraiment... Non mais putain... Après oui, on peut remettre le masque, hein, vu que la grippe de la tomate arrive, hein, on sait jamais... Ah putain, mais c'est dingue. Donc voilà, longue introduction, parce que franchement, le coup du mec qui est en armure avec sa petite bombe au poivre, tu te dis, on a 2000 ans, plus de 2000 ans, 36 000... Non mais attendez, non mais je veux bien, tu vois, l'Homo erectus, sapiens sapiens, le légionnaire romain, puis ensuite le chevalier, les croisades, tout ce que tu veux, le bordel, et on arrive finalement au petit Gugus en armure de CRS avec sa petite bombe lacrymo.
Ok, c'est la guerre de 100 ans, tu sais. Et t'avais les Anglais derrière les barrières. On veut rentrer, on a nos billets. Putain, c'est juste formidable. L'humain, c'est quand même un truc. Voilà. C'est pas que les Français. Hein, c'est vraiment... Oui, et puis si la reconnaissance faciale servait à quelque chose, ça se saurait. Voilà, allez, les Modernos, on commence avec notre petit bombe au poivre, parce qu'il faut se protéger de ce gouvernement qui va nous faire beaucoup de mal. Au secours, les taux d'intérêt remontent. C'est dans le Canard à Nanar, le Parisien aujourd'hui en France, propriété de Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, le sponsor du couple Macron, le meilleur du CAC 40, c'est Bernard. Et oui, c'est Bernard, c'est le meilleur. On répète après moi, Bernard, c'est le meilleur et c'est le meilleur canard. Alors là, il nous explique que pour acheter, attention, les prêts vont être très difficiles à avoir si vous n'avez pas un gros apport personnel. Si vous n'êtes pas fils de Richoux, oubliez. Si vous n'êtes pas rentier, pas héritier, si vous gagnez pas plus de 5000 balles par mois, ça va être compliqué d'acheter ne serait-ce qu'un 5 mètres carrés dans Paris. Donc, tout le monde va morfler, sauf évidemment la hausse des taux, c'est bon pour les marchés financiers. Du coup, alors au secours, les taux d'intérêt remontent, ça va. C'est seulement pour les pauvres qui vont essayer de s'acheter un truc. Et puis, il y a autre chose, il y a l'inflation. Ça n'en finit pas, l'inflation, 5,2%. Bruno Le Maire, alors lui, il a trouvé un truc maintenant, il attaque Jean-Luc Mélenchon. Mais fais ton boulot, t'es ministre. Non, lui, son problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est le Chavez gaulois. Mais sinon, tu fais quoi pour l'inflation, Bruno ? Allô, Bruno Le Maire ? D'accord. Allô, Kiki le hamster ? Kiki, ouais, dis donc, tu pourrais demander à Bruno ce qu'il compte faire pour l'inflation ? D'accord. Tu lui diras, tu diras à ton maître, non, parce que les gens attendent, ils voudraient savoir. Non, mais c'est juste savoir s'ils ont, ne serait-ce que, je sais pas, un chèque de 5 centimes, par exemple, pour acheter des pâtes. Parce que les pâtes, salut Kiki, les pâtes, c'est les produits alimentaires les plus touchés, plus 15,47%. Ouais, bah, il me dit, le blé, l'Ukraine, tout ça, vous allez me dire, mais oui, cherchez pas, c'est la guerre, ne cherchez pas, c'est la guerre. La viande surgelée. Alors, plus 18,16%, il faut dire que c'est tout un process, fabriquer de la viande. Il faut nourrir un gros bœuf, l'équarrir, en choper des petits bouts, le hacher, le mettre dans des barquettes, le surgeler, l'envoyer en Chine pour que ça revienne. Enfin, bon, ça coûte cher. La farine, plus 11,65%, encore la guerre, me direz-vous. La moutarde, elle a disparu des rayons. Alors, si vous cherchez de la moutarde, moi qui suis dijonnais, alors à Dijon ça va, parce qu'ils veulent pas affoler les populations. Donc je suis allé voir à Dijon, t'as encore de la moutarde, ça c'est bien quoi. Mais par contre ailleurs, il n'y a plus de moutarde. L'huile qui a disparu aussi des rayons, tu dis, mais c'est pas grave, il n'y a pas de pénurie, vous inquiétez pas. Et là tu te dis, mais c'est encore un point pour les conspis. C'est du délire. Ils nous avaient dit ticket de rationnement, machin. Alors, on n'est pas encore au ticket de rationnement, mais à chaque fois tu te dis, bon, à quel moment... on va juste dire bon écoutez les gars, vous savez, vous avez suivi, vous avez regardé le cours des marchés, vous savez à peu près ce qui nous tombe sur la gueule, donc la suite c'est quoi, la reconnaissance, d'accord, ok, bon, et il prépare, alors c'était la revue de presse de... pas lundi, mais la semaine dernière, ils préparent déjà un mois de septembre dangereux socialement. Donc ils savent déjà de toute façon qu'ils vont faire la guerre. Ce quinquennat va être celui de la guerre totale, contre les populations, mais aussi peut-être la guerre internationale, parce que vous allez voir, les États-Unis continuent de fournir des armes de destruction massive à l'Ukraine, en expliquant qu'ils veulent que les deux belligérants se mettent d'accord pour arrêter la guerre. Ça, c'est Joe qui a fait une tribune hier pour expliquer aux Américains que oui, il s'occupe aussi de l'inflation et du pouvoir d'achat des Américains. Alors attention, le pouvoir d'achat, c'est une arnaque. On nous parle du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Ça veut dire, qu'est-ce qu'un pauvre peut acheter pour pas faire la révolution. Donc on essaie de faire en sorte qu'il puisse se rabattre vers des produits de moins bonne qualité. Donc là, c'est le cas. Les gens vont petit à petit aller acheter des trucs qu'ils peuvent acheter parce que de toute façon, on ne peut plus rien acheter. Tout est trop cher. Alors on ne peut plus se loger, on ne peut plus manger. Alors si on ne peut plus manger, là, c'est la révolution. Donc il faut quand même que les pauvres, avant d'acheter une fourche, puissent encore manger. Et donc, plutôt que de parler de pouvoir d'achat, parlons de pouvoir de vivre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle captation des profits actuellement ? Pourquoi les actionnaires du CAC 40 ont autant de thunes ? Les dividendes qui continuent d'être distribués comme si tout allait bien, alors qu'il faudrait passer en mode survie ou en mode sans échec. Là, on creuse les inégalités. On voit droit dans le mur, avec des responsables politiques qui sont simplement des relais des lobbies, comme Macron et les autres, qui sont là pour dire « Mais tout va bien !» Vous allez voir, on va parler de Macron après. Vous n'avez pas encore recraché votre café. Mais on va parler de la mission Flash sur les urgences. Alors là, c'est le
la quintessence de la connerie absolue, et enfin de la connerie, non, du boogie-boulga managérial absolu, c'est aussi ça. C'est bon, allez, je vous fais une petite mission flash, je vous en remets une avec McKinsey, non, sans McKinsey. Non, on fait ça sur les deniers publics. Oui, c'est de l'argent bien dépensé, madame. Oui, c'est bien mieux que votre fresque avec les fesses du préfet allemand. Hein. On n'est pas du même camp, madame. Attention, faut pas déconner. Non, mais là, voilà. Donc le pouvoir de vivre, c'est quoi? C'est des hôpitaux qui fonctionnent, des transports qui fonctionnent, une école qui apprend à vos enfants à devenir intelligents et pas à devenir de bons petits soldats du capital. C'est un moment, en fait, où on se rend compte qu'on partage la richesse. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Aujourd'hui, on est dans une régression absolue. On appelle progrès le fait d'aller à la retraite après 65 ans, parce qu'il ne faut pas rêver. 65 ans, c'est quand il y arrive en bonne santé, ce qui n'est pas le cas des travailleurs les plus précaires, qui font les boulots les plus durs et qui gagnent le moins. Alors ça va quand tu es dans une salle de marché et que tu prends pas trop de schnouf, tu peux tenir. Et encore, bon, si tu es élu aussi, si tu manges pas trop, attention le cholestérol. Mais globalement, ce qui se passe, c'est un hold-up au niveau international en essayant de vous faire croire que tout va bien. On est infoutu de nourrir 7 milliards d'humains alors qu'on peut filer de quoi nourrir je sais pas combien de têtes de bétail, de milliards de têtes de bétail, qu'on tue je sais pas combien de millions de poulets dès qu'il y a une grippe aviaire. Enfin, on marche sur la tête. Notre modèle, il est taré. C'est voué à l'échec. Mais on continue en expliquant qu'il faut le pouvoir d'achat. Tout ça pour que ça tienne. Je sais pas si ça va tenir, honnêtement. Je pense parce que bon, les gens ne savent pas de réfléchir plus loin que ça, mais... Et puis avec la prime de rentrée, ils achètent des écrans plats à leurs enfants, comme disait le regretté Jean-Michel Blanquer. Paix à son mandat. Mais non, l'image n'est pas nette, je suis désolé. On a un très mauvais réseau. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, sachez que la revue de presse du Monde Moderne, c'est une revue de presse en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on essaye de faire la revue de presse dans des territoires oubliés de la connexion Internet, parce que la France, c'est ça. C'est aussi la fibre qui arrivera plus tard, voilà, c'est comme la retraite, ça arrivera plus tard. Donc c'est souvent de très mauvaise qualité, mais bientôt, j'espère, Inch'Allah, si Dieu le veut, selon la volonté du grand, et ben peut-être qu'on pourra faire quelque chose, voilà, avec une bonne connexion. Sinon, d'ici là, vous pouvez bien sûr vous abonner. N'hésitez pas via Twitch ici ou sur Patreon ou ailleurs et soutenir cette revue de presse parce que on va aussi acheter une meilleure caméra. On va, enfin voilà, l'idée c'est de vous faire à la rentrée. Enfin, je dis à la rentrée. Allez, j'espère en juin, j'espère juillet, quelque chose de très très quali. Voilà. Genre un stream mais méga quali quoi. Parce que là le son ça va, j'ai réussi à choper un son à peu près potable grâce à Antoine Gouritin que je ne saurais remercier jusqu'à la fin des temps, qui est un champion du podcast. Je vous invite à écouter les archives de la République inaltérable, les débuts du monde moderne en fait, où on faisait un podcast sur l'affaire Benalla, où on avait commencé comme ça. Et donc voilà, pour les autres... sachez que je suis connecté avec un CD AOL sur un Commodore 64 que j'ai un peu boosté avec une carte mémoire de 128K. Voilà. Ce qui permet quand même alors peut-être pas une Red One, mais un beau boîtier. Et puis j'aimerais avoir aussi un bel habillage. Enfin, on va travailler, vous inquiétez pas. Et je ne bois pas du Tang, c'est faux, et Timmy pédale. Les pubs, normalement, non, j'avais géré les pubs. Il y a encore des pubs... J'avais tout remis à jour pour dire enlève-moi les pubs Jeff Bezos. Et non, bon, désolé. Zéro pub, voilà. Pour les abonnés, c'est zéro pub. Un CPC 6128, très bien, très très bonne machine. Très très bonne machine. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne regretterez pas. Vraiment, vous ne regretterez pas parce que c'est chouette la revue de presse. Alors voilà, reste une question. Comment mettre fin à cette inflation qui nuit à la consommation et donc à la croissance? Parce qu'en fait, vous ne servez qu'à ça, consommer pour faire de la croissance, pour que des actionnaires s'en foutent plein les fouilles. Et ouais, mais c'est comme ça que ça marche. Ah pardon, oui. Alors le PIB en France a reculé de 0,2% au premier trimestre. Ben alors Bruno, c'est parce que les 30 glorieuses, alors comment on fait? On fait pas. Le pilotage est extrêmement compliqué, reconnaît Véronique Riche-Flores. Comme dans les années 70, les banques centrales devraient augmenter les taux d'intérêt, voilà, pour manger les pauvres. Ça va casser la hausse des prix. Mais la grande différence, c'est l'endettement des États. Et c'est mondial. Si vous augmentez trop les taux, vous risquez la crise financière.
Et si vous augmentez les salaires, non. De toute façon, vous n'augmentez jamais les salaires, donc c'est pas grave. Selon plusieurs experts, la Banque Centrale Européenne devrait remonter ses taux d'intérêt dès juillet. Christine Lagarde, elle attend que Macron ait sa majorité. Si jamais il a sa majorité, les gars, vous savez que c'est 5 ans à cracher du sang et à donner un rein, un œil, une main, un poumon, un cœur parfois. Il va falloir donner beaucoup. Il va falloir alimenter le bal, cette machine qui broie les âmes. Donc attention à ce que vous votez aux législatives. On a l'impression que c'est fini, que voilà. Non, allez voter aux législatives. Je vous en prie, faites un truc. Mais allez voter. Et attention, parce que les affiches sont tellement bien faites, tu sais jamais si c'est Renaissance, si c'est LR, si c'est des mecs du PS qui bossent pour Hollande. Les mecs, ils se déguisent. Ils ont des affiches, tu sais pas pour qui ils roulent. C'est Jean-Michel Truc, votre député. Non, c'est pas mon député. Puis c'est quoi cette affiche toute pourrie là ? Qui c'est Jean-Michel Truc ? Alors tu vas sur son site, puis il faut bien regarder, c'est disclaimer, machin. Ah, puis tu regardes le CV du mec et après tu comprends s'il est macroniste ou pas. Parce qu'ils se déguisent, sinon ils ont peur d'avoir des tomates sur les marchés. Alors voilà, les taux d'intérêt vont remonter, c'est la réponse à l'inflation qui se trouve sur le long terme et le choc des prix devient insupportable pour les ménages. Et oui. Et pour faire digérer tout cela, il faudra passer par des aides d'État. Voilà. Plutôt que d'augmenter les salaires, on va faire des petits chèques, la politique du petit chèque. Tiens, une petite prime. Tiens, un petit ticket de rationnement. Tiens, tu as été bon citoyen, toi ? Oui, tiens, tu as le droit de manger des pâtes et de mettre un peu de sauce tomate dedans. Toi ? Ah non, toi, non. Non. Toi, tu as le droit de manger le carton des pâtes, c'est tout. Voilà. Va-t'en maintenant. Non mais c'est délirant, va falloir vraiment faire va falloir vraiment se bouger le cul. Et puis pour ceux qui sont déjà à la retraite, vous vous en foutez, vous avez déjà calculé votre retraite. Pour ceux qui pensent déjà à la retraite, alors n'y pensez plus, c'est fini tout ça, c'était avant. Mais un calcul de retraite sur 7 comporte des erreurs. C'est un rapport de la Cour des comptes avec des anomalies récurrentes dans la détermination des montants des pensions. Au régime général, évidemment, qui ne vont pas dans le sens où on ne paye plus que ce que tu... Non, ça pénalise les retraités. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est la CNAV qui montre toutes ces erreurs de calcul. Ça affecte les données de carrière prises en compte pour attribuer les pensions, et c'est fréquent. Donc, une dizaine de pages pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a une petite amélioration, mais une nouvelle retraite liquidée sur 7 comporte au moins une erreur de portée financière qui va à l'encontre des intérêts du retraité. Des progrès ont été observés depuis 1 an dans certaines caisses, comme la CARSAT, les caisses régionales. Les erreurs ont baissé de 9 points parfois, mais c'est difficile de satisfaire une telle population. En 2021, sur un montant total des attributions de prestations de 5,8 milliards d'euros, les erreurs aux dépens des assurés seraient de l'ordre de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros que l'État se met un peu comme ça dans la poche en disant « On a mal calculé ta retraite, mais c'est pas grave, tu peux manger des pâtes, toi, t'as bien travaillé toute ta vie jusqu'à 70 ans, donc ça va. » Donc ça va. Alors, il faut un contrôle effectué par des magistrats sur un échantillon de 4500 dossiers. Donc c'est sur un échantillon qu'on voit cette marge d'erreur, 1 sur 7. Imaginez, au niveau national, c'est sans doute plus. Et puis le problème, bien sûr, l'assurance retraite, malgré les procédures d'évaluation pour réduire les calculs erronés, manque d'effectifs, là encore. Et voilà, ne cherchez pas, c'est encore un coup de McKinsey, quasiment, non ça pourrait. Les anomalies détectées par les contrôles automatisés souffrent d'un sérieux retard, 38 millions de reports non traités au 31 décembre contre 30 millions fin 2019. Voilà, donc ça ne fait qu'augmenter. C'est l'effondrement. L'État français a été aux mains de consultants, de responsables courroies de transmission des lobbies. Ils ont été là pour flinguer l'État. Ça me fait marrer quand on parle d'Emmanuel Macron comme le chef de l'État. Il est le chef du démantèlement de l'État. Tous les services, en fait, manquent d'effectifs, manquent de moyens, sont incapables d'organiser les services publics. C'est un plan, c'est un projet, c'est l'effondrement pour l'avènement d'un néolibéralisme autoritaire où l'individu consommateur ne sera plus citoyen, ne sera plus usager, il sera simplement consommateur. Et consommateur de quoi ? Le droit de payer, le pouvoir d'achat, acheter la santé, acheter l'éducation, acheter la survie, acheter le droit de voyager, puisqu'on va nous parler bientôt de taxe carbone. C'est un vrai problème. Voilà, donc attention, si vous voulez calculer votre retraite, sachez qu'il y a des entourloupes qui tournent et qu'il faudra des années avant qu'ils corrigent le petit problème de calcul. Voilà.
Et puis alors ce titre qui me fait bien marrer, exécutif, les nuages s'amoncellent. Non, c'est juste qu'il est nul, hein, mais que vous voulez pas le dire. Donc, une fois qu'il est élu, ils disent quand même, ça en fait des affaires, hein, l'affaire Abad, Darmanin au Stade de France qui a fait n'importe quoi qui ment. Bon, on voit bien que la croissance, elle est pas au rendez-vous. Bah oui, mais enfin bon, l'inflation, bon c'est pas sa faute. Hein, la guerre en Ukraine, bon pourtant il a tout fait pour mais quand même. Non, c'est une succession de difficultés qu'il ne sait pas gérer. Alors là, je vous mets quand même, parce que Macron était à Cherbourg, hein, au chevet des urgences. Alors il a remis un petit masque, parce qu'il s'est dit, ça me manque quand même de remettre un petit masque, hein, puisque j'ai dit à tous les cons d'enlever le masque. Là, je remets un quand même pour aller aux urgences. Allez, bonjour, c'est Emmanuel Macron, je viens vous voir avec un petit masque. Il allait voir les urgentistes. Hein. Et là, il a annoncé une mission flash sur la crise du secteur. Donc, alors déjà, mission flash. Rien que le terme, t'as envie de... Qu'est-ce que c'est qu'une mission flash, putain? Alors c'est rien, hein, c'est pour occuper donc un copain à lui qui est le chef de pôle du service des urgences à Metz, hein, qui était le monsieur santé du programme qu'il n'a pas. Donc un macroniste 100%, hardcore, qui va lui pondre en un mois un rapport, hein, sur qu'est-ce qui va pas dans nos hôpitaux, hôpital par hôpital, hein, pour savoir qu'est-ce qui va pas. Je remets du mou, et il reste un peu pour le petit. Voilà. Oui, c'est un bout de poumon, c'est une tumeur qu'on a enlevée. Mais maintenant, on recycle les tumeurs, on peut les manger. On s'y retrouve. Ben voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Ah bah oui, avec un peu de moutarde. Il n'y en a plus. Sinon, même cru, hein, les gosses en raffolent. Hein. Ouais. Ça, c'est un beau cancer des poumons qu'on a enlevé la semaine dernière. Il a un peu maturé, mais je vous le mets. Voilà, les urgences qui vont devenir boucherie. Hein. C'est un service qui permet de devenir cannibale. Hein, et compte tenu des difficultés financières, de l'inflation galopante, c'est une solution qu'on a trouvée. Pas d'argent magique, mais des idées. Hein. Ça, c'est la France. Hein. C'est plein de protéines. C'est génial. Donc voilà. Le cannibalisme, avenir de l'humanité, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et voilà, c'est le moment où vous crachez votre café. Je suis désolé. Non. C'est maintenant. Attention, petite vidéo du manager en chef, hein, qui a demandé un petit rapport flash. Attention, hop, c'est pas. Nous allons donc, dans les semaines qui viennent, d'abord objectiver les choses. C'est-à-dire, le ministère va ainsi passer en revue, territoire par territoire, les manques existants qu'il y a en termes de médecins généralistes ou professionnels de santé spécialisés. Deuxièmement, grâce à la mission Professeur Brown, nous allons pouvoir justement faire ce bilan très concret de la situation des systèmes d'urgence et de soins non programmés et des premières réponses. Troisièmement, nous allons aussi, hôpital par hôpital, regarder les difficultés qui sont aujourd'hui constatées. Et quand on dit qu'il y a des lits qui ont été fermés... Bon allez, c'est bon. Nous allons, donc dans les semaines qui viennent, objectiver les choses, hein, par territoire, hein, objectiver les manques, etc. Vous entendez ce blue, ces mots qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire, le mec sait très bien qu'il y a un effondrement global du système de soins, qu'il y a un manque de soignants terrible, qu'il y a un burn-out complet, que les mecs font des gardes de 24 heures, 48 heures. Ils le savent, ils le savent. Et ils demandent quoi? Un rapport flash pour gagner du temps, pour faire croire qu'il va faire quelque chose? Alors que il faut des soignants, il n'y en a pas. Il faut les payer plus, il n'y a pas d'argent. Il faut traiter les humains comme des humains et pas les laisser crever après 11 heures d'attente dans les urgences. C'est ça. Et le mec là t'explique, on va regarder hôpital par hôpital, qu'est-ce qui vous manque, hein, je vous remets du mou, hein, c'est une petite tumeur. Bah, ça se mange bien, ça. Arrêtez de faire la fine bouche, hein, ça suffit. C'est dingue. Et ça passe. Il était où pendant 5 ans? Il a fait quoi? Et le Ségur de la santé, ça a servi à quoi? C'est quoi cette merde en fait? Comment on accepte d'être pris pour des cons à ce niveau-là? C'est-à-dire, c'est niveau olympique. Hein. Le mec, je vais faire un rapport flash. Mais on n'a pas besoin d'un rapport flash pour payer un macroniste qui va dire ça va mal parce qu'en fait, les gens, ils bossent pas assez. Il va falloir faire de l'hôpital de flux. On sait très bien d'où vient le problème. Des cabinets de conseil qui ont dit aux responsables politiques, mais de tous bords, hein, les régions, les départements, la ville, l'État, faites de l'hôpital de flux, ça coûte trop cher un hôpital, fermez les maternités, on n'en a pas besoin d'autant, etc., etc. Et là, le mec te demande un rapport flash pour voir le travail de sape qui a été fait année après année, par Roselyne Bachelot pour commencer, sous Sarkozy, et puis tout ce qui a suivi, Marisol Touraine. Tu as les mains libres maintenant. Et lui maintenant, c'est du délire. C'est insupportable en réalité. Donc j'espère que les législatives vont calmer un peu tout ça, que le rapport flash va finir à la poubelle, qu'on va enfin dire que c'est n'importe quoi, un rapport flash. Le mec sait même plus quoi inventer. T'sais. Alors McKinsey, qu'est-ce que je leur dis aux connards? Un rapport flash, c'est quoi ça? C'est un rapport où tu dis que ça va mal?
et que c'est la faute des soignants qui bossent pas assez, c'est bon ça. En même temps, c'est vrai, c'est des feignasses. Hein. Moi, je les vois, attends, en même temps, c'est pas des... C'est dingue. Je sais que les législatives vont décevoir. Je sais. Vous savez, je suis comme vous. Hein. Je suis quand même relativement conscient de la limite des populations à vouloir se libérer de leur chaîne, malheureusement. Pourtant, tous les matins, on essaye, on fait quelque chose. C'est pour ça que je compte sur vous, pour partager le lien de cette revue de presse, ce stream, pour en parler. Le bouche-oreille, c'est extrêmement important pour continuer ce travail de dissémination sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez héberger sur Twitch, si vous l'avez, en balancer sur Twitter, sur tous vos réseaux sociaux. On a un Discord maintenant, Flash McQueen, ouais, c'est ça, le rapport. Donc voilà, c'est vraiment important de nourrir cette revue de presse quotidiennement avec vous, qui êtes depuis plus longtemps. Je suis debout depuis 45 minutes, super. Moi depuis plus longtemps pour lire toutes ces conneries quoi. Et voilà, et donc je compte sur vous. Ouais, Prune Bourbon c'est très bien aussi. Et n'hésitez pas. Et le pétrole, on va en parler du pétrole et du nucléaire en fin de revue de presse. Restez avec nous. Donc voilà, pour essayer un peu de secouer le truc, parce que c'est dingue. Enfin, le mec qui arrive, qui dit je ne réintégrerai pas les soignants parce que non, c'est pas des choses, c'est des idéologues. Il y a aucune raison de ne pas réintégrer les soignants, si ce n'est que ça montrerait qu'ils ont eu tort de pousser à une vaccination pour tout le monde, parce que voilà. Donc comme ils veulent pas admettre leurs erreurs, jamais, ils sont prêts à aller vendre de la tumeur à des gamins en disant c'est bon, on mange, c'est plein de protéines, plutôt que de réintégrer des soignants quoi. C'est du délire. Moi ça me débecte en fait. J'en ai vraiment ras-le-bol. Donc voilà, tous les matins, on essaie d'en rigoler, mais parfois, c'est un petit truc qui est dépassé, quoi. Et là, le rapport Flash, ça m'a vraiment fait... Comme le job dating pour les profs. Tiens, tu voudrais t'occuper de gamins avec des LBD et de la bombe au poivre ? Bah, viens donc alors. Et puis là, c'est un petit scandale qui est passé un peu inaperçu. Vous voyez, c'est un tout petit entrefilet dans le canard à nanar. Ça mériterait la une en disant mais qu'est-ce que c'est que cette manipulation encore ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le vote des Français de l'étranger. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'en ai un peu parlé, mais c'est un scandale. De plus, voilà, Gérald Darmanin. Salut Gérald, t'es bien le meilleur, t'es notre champion. Y'a pas. Alors on parle beaucoup du Stade de France, mais là c'est plus important puisqu'il s'agit de démocratie. À 24 heures de la clôture du vote aux élections législatives pour les Français de l'étranger, ce mercredi à midi, c'est-à-dire aujourd'hui à midi, une solution semble avoir été trouvée pour permettre à ceux qui utilisent une adresse mail Yahoo ou AOL d'exprimer leur suffrage. Et oui, parce que les Français de l'étranger peuvent voter par Internet, et ça depuis le vendredi 27 mai. Donc ils ont le droit de voter avant tout le monde et par Internet. Et vous savez que les Français de l'étranger votent massivement pour Macron. C'est des circos, à 90% ils ont voté Macron, premier tour, deuxième tour, enfin c'est du vote macroniste, là en bloc quoi, quasiment. Et donc là tu te dis, mais attendez, c'est un système en ligne qui permet aux Français de l'étranger de voter avant tout le monde, sauf ceux qui ont des adresses AOL ou Yahoo, parce qu'éventuellement c'est ceux qui votent pas Macron parce qu'ils ont des vieilles adresses, ils n'ont pas d'une adresse Google, ils sont pas Startup Nation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens. Non, parce que t'as des boomers là-dedans. Non, mais quand même, le truc qui est dingue, c'est qu'en fait, les électeurs qui avaient des comptes Yahoo ou AOL ne recevaient pas le mail contenant le code de confirmation indiqué sur le site pour voter avec ton code de confirmation. T'imagines la qualité du système de vote en ligne ? Après, on te dit, non, les élections sont pas truquées, c'est un processus super bien fait, vous inquiétez pas. Je suis pas conspi, les gars, mais là, tu sens bien qu'il y a quand même un énorme loup, qui n'a pas été levé d'ailleurs par les médias à la hauteur de ce que c'est que ce loup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les Français de l'étranger qui votent par Internet avant tout le monde et ceux qui ont une adresse AOL ou Yahoo ne reçoivent pas le code de confirmation. Mais c'est formidable, monsieur Darmanin. Mais vous faites quoi comme boulot dans la vie ? Mytho, d'accord, c'est un beau boulot. Donc vous racontez des conneries et les gens essayent de vous suivre. D'accord. Super. Donc, d'après le ministère des Affaires étrangères, 12% des Français de l'étranger étaient potentiellement concernés. 12% de Français ne pouvaient pas voter par Internet. Alors déjà, ils votent par Internet avec un système qui, moi, me des gouttes de sueur. En vrai, tu te dis, mais attendez, comment on peut être sûr que ce système-là, c'est pas bidon à 100% ? Des mecs qui reçoivent un code de confirmation qu'ils ne le reçoivent pas s'ils ont une adresse AOL ou Yahoo. Et ensuite, ils votent sur Internet. Et on nous dit que tout est clean. Je veux bien. Je veux des preuves. Je demande juste des preuves. Faisons du fact-check. Allez, les faits, rien que les faits. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi ça marche pas ?
Est-ce qu'on a une traçabilité du nombre de Français? Comment ça fonctionne ce vote par Internet avant tout le monde? Dans des circos qui votent massivement Macron. C'est quoi ce bordel? Voilà. Donc ça fait pas un énorme... Moi je vais à Genève, bulletin dans l'urne, très bien, j'ai reçu le code en ligne qui a changé 1 ou 2 fois, super, et je me méfie du vote en ligne. Ouais, tu m'étonnes. On peut plus voter par Minitel, mais cette histoire du vote en ligne, elle mériterait quand même qu'on s'y arrête un peu plus longtemps. Voilà. Je suis expat et j'irai voter NUPES à l'urne. Ouais, le mieux c'est de voter à l'urne, mais vous avez vu lors de l'élection présidentielle les queues qu'il y avait pour aller voter parce qu'ils ont réduit les bureaux de vote à l'étranger parce que c'est compliqué. Et là on te dit non mais voter par internet c'est super. Et non, sauf si t'as AOL ou Yahoo. Alors il semblerait qu'on a trouvé une solution aujourd'hui, là, mercredi, le dernier jour. Tu te fous de moi? Non mais vous vous rendez compte, c'est écrit. Semble avoir trouvé une solution. Mais allô, ministère de l'Intérieur, vous avez trouvé ou pas une solution pour les gens qui ont AOL ou pas, les 12%? Sinon, est-ce qu'on pourrait avoir une traçabilité du vote en ligne, savoir si c'est des vrais votes ou comment ça se passe? Non, mais j'aimerais juste savoir. Parce que ça va, quoi. Là, ça me semble être au-delà du réel. Et pourtant, ça passe. C'est un petit entrefilet. Donc oui, non, mais McKinsey n'a pas eu le temps de refaire le système informatique du vote en ligne des Français de l'étranger. Ah, pourtant, ils votent déjà à 90% pour Macron. Je pensais que c'était bien foutu. C'est délirant. Voilà, donc après bien sûr il ne faut pas remettre en cause les résultats du vote, sinon vous êtes striké de Twitter, vous savez, vous n'avez pas le droit. Non, c'est bien fait, c'est super bien fait, vous avez un process qui fait que c'est super bien fait. Je vais pas faire 800 km pour voter, j'ai voté par internet en Chine. Bon, bah oui, pas le choix, c'est sûr, évidemment. Mais est-ce que ce vote-là est pris en compte réellement? Quels sont les moyens de savoir? Quand tu vois que ça, c'est quand même simple, recevoir un numéro de validation, ou même sur un 06 peut-être, il pourrait faire des trucs, ça pue l'arnaque. Non mais c'est un truc de dingue. C'est du délire. C'est du délire ce qui se passe. Comme le fait que la NUPES n'est pas référencée comme un parti à part entière. Ça va, tout ça, mais ça passe crème. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est Macron qui va gagner, c'est normal, il faut une majorité pour casser la France. Ça va être la guerre totale. J'ai un gros bol ce matin, je suis désolé. Donc voilà, non, on va pas remettre le résultat mais quand même, on peut remettre en cause le système informatique qui date à peu près de mon CD de connexion avec AOL d'ailleurs. Et puis des nouvelles du GUD, les meurtriers présumés de Aramburu, le rugbyman qui a été tué de sang-froid par 2 membres du GUD, sont également jugés pour avoir tabassé l'ancien chef du GUD. Oui, se tabasser entre eux, parce que, soi-disant, l'ancien chef du GUD, qui s'appelait Klein, je crois, était accusé par le nouveau chef du GUD d'avoir été un informateur de la police. Donc, ils étaient allés chez lui lors d'une fête, ils l'avaient foutu à poil, ils l'avaient tabassé, le mec avait eu 3 fractures de la mâchoire, il était allé se plaindre aux flics quand même, en disant « mes copains m'ont tabassé ». Une culture de la violence chez ces jeunes d'extrême droite extrême, qui fait peur en réalité, des gens qui étaient engagés sous le drapeau, puisque le tueur d'Aramburu était un jeune mousse de la Marine nationale, qui avait d'ailleurs étranglé une prostituée en Afrique, mais bon, on avait couvert l'affaire, la Grande Mette avait couvert l'affaire. Donc le mec est ultra violent, il a une carrière dans l'armée, il a ensuite une carrière de tueur, il est sous les barreaux actuellement en attente de son procès, mais c'est un autre procès qui va s'ouvrir, celui de cette violence contre l'ancien chef du GUD. Le GUD où Nathalie Loiseau avait fait ses débuts, me semble-t-il, lors de sa politisation de jeunesse. Alors la violence fantasmée, non, c'est pas drôle. La violence, c'est toujours une horreur, surtout quand elle est utilisée à des fins politiques. Donc voilà, c'est bien de souligner ces parcours de violence. Je sais pas, la radicalisation, c'est pas que d'un côté, c'est de tous les côtés. Attention à vos jeunes, qui ne regardent pas des conneries sur Internet, qui restent sympas, qui n'aiment pas la violence. Sortons de la culture de la violence. Je sais, c'est un vœu pieux, mais ce serait tellement bien.
Et puis c'est Roland Garros. Alors c'était un quart de finale tardif entre Djoko et Nadal. C'est Nadal qui a gagné à l'issue d'un marathon qui a fini à 1h20 du matin. Nadal l'injecté contre Djoko qui a refusé le vaccin mais qui a le droit de jouer à Roland Garros. Alors certains disent c'est une honte. Alors les supporters de Roland Garros ont sifflé Djokovic quand il est arrivé sur le court. Il n'aime pas Djokovic. Et alors Nadal, c'est marrant parce qu'il y a 15 jours, il était au bout de sa vie devant un petit jeune, il n'y arrivait plus. Et là, paf, c'est la terre battue et paf, c'est le Nadal qu'on connaît, c'est paf, paf, quoi. Impressionnant. Et le tennis, alors, bon, c'est un sport formidable. Et Isabelle de Mongeau est enfin réhabilitée. C'est une joueuse de tennis qui avait été mise à part, exclue de la Fédération française de tennis parce qu'elle avait dénoncé les viols de son entraîneur à l'époque. Et à l'époque, on n'écoutait pas trop la parole des victimes. Et enfin, des années après, la Fédération française de tennis réintègre Isabelle de Mongeau et lui donne une mission justement de lutte contre les violences et les violences sexuelles dans le tennis, la sensibilisation également des plus jeunes et des autres pour expliquer que voilà, il faut arrêter. Et il y a un livre incroyable qui parle des violences dans le sport, c'est tous les sports, natation, patinage, tennis, foot, enfin c'est incroyable les violences sexuelles dans le sport. Les prédateurs, ils sont extrêmement présents et enfin la parole des victimes est entendue et il a fallu des années pour que la Fédération française de tennis réintègre Isabelle de Mongeau, qui n'a pas eu de carrière du coup parce qu'elle a osé à l'époque dénoncer les viols de son entraîneur. Les temps ont changé et heureusement, et on peut que s'en féliciter que les prédateurs soient les chassés. Et le sport de compète, c'est sûr, ça vaut pas grand chose, hein. Ça flingue le corps, ça flingue l'esprit, ça brasse beaucoup d'argent, ça permet le développement de la reconnaissance faciale avec les JO, et puis c'est oui dans le patinage artistique, ouais, vous avez un livre sur ce sujet. Enfin, vous n'avez pas un sport qui est exempt de ces profils de prédateurs, hein, qui occupent leur position de force pour soumettre et violer les jeunes qu'ils entraînent, malheureusement. 700 enquêtes en cours, 800 agresseurs et 54 fédérations touchées. Merci Catoute89 de rappeler les chiffres. Voilà, c'est énorme. Il y a l'Église et puis il y a les fédérations sportives. Alors certaines ferment les yeux et d'autres, comme la FFT, essayent de faire des choses. Voilà. Alors, ensuite, nous passons à Libération. Magnifique. Alors là, c'est fiasco Stade de France. Darmanin refait le match avec un magnifique nez de Pinocchio pour Darmanin. Alors, au bout d'un moment, tu sais que Darmanin est un mytho, hein. Le nombre de mensonges qu'il a sortis perpétuellement, hein, pour essayer de dire c'est pas la faute des policiers, c'est pas ma faute non plus, c'est pas la faute de Macron, c'est votre faute, vous êtes nuls. Ça commence à faire beaucoup. Là, personne n'y croit. Le mec a sorti quand même l'idée qu'il y avait 30 000 à 40 000 supporters munis de faux billets qui ont fait en sorte que ça n'a pas pu marcher. Alors les Anglais ne sont pas du tout d'accord avec ces chiffres, d'ailleurs l'UEFA non plus. En fait, c'est l'Allemand qui a compté les gens qui ont pris les transports en commun ce soir-là en disant grosso modo, ils sont 30 à 40 000 à pas avoir eu de billets et être venus. Donc il n'y a aucune preuve en fait des chiffres du ministère de l'Intérieur. Les chiffres avancés, c'est exactement comme le comptage des manifestants. Ils étaient 2. Non. Nous, on en a compté 20 000. Ouais, mais nous, on en a compté 2. ouais. C'est comme ça. 2. 30 000, 40 000. Alors, donc là, tout le monde a dit, Gérald, c'est pas possible. 30 000, 40 000, personne ne va y croire. Et le mec continue. Il est dans son... Il dit, ah mais si, 30 000, 40 000. Non, il y a eu 2800 faux tickets qui ont été scannés. Ça, c'est ce qu'a donné l'UEFA et les organisateurs. Donc, voilà, 2800 tickets. Ça, c'est les chiffres qu'on a. Les 30 000, 40 000, c'est bidon. Et pourtant, Darmanin s'en fait. Hein. Alors voilà, vous avez le trio, hein, l'Allemand, AOC, donc pas Ocasio-Cortez, mais Oudéa Castéra, ministre des Sports, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lors de la conférence de presse où ils ont expliqué que c'était la faute des Anglais. Hein. Alors après, quand même, la ministre des Sports a dit non, mais les Anglais sont des supporters magnifiques, c'est pas forcément que de leur faute. Ouais, elle essaie de ramer. Elle vient de comprendre que son rôle, hein, c'était de mentir maintenant non-stop depuis qu'elle est ministre. Et elle se dit ah mais c'était pas dans la fiche de poste. Si, c'est mentir pour protéger le président. C'est Sibeth qui avait lancé le théorème de Sibeth. Moi, j'assume de mentir pour protéger le président. Ouais. Et Elisabeth Borne, je ne mentirai pas aux Français. Gérald Darmanin, 30 000, 40 000.
Continuez les gars, continuez, mais on vous regarde. Ça c'était donc les supporters anglais qui n'arrivaient pas à passer au Stade de France parce qu'ils étaient munis de billets et que tu avais le CRS en armure avec sa petite bombe. Psst, tu passeras pas, les Anglais ne passeront pas. Et le mec a entendu Jeanne d'Arc, j'ai une bombe au poivre. Non Michel, quoi? On fait plus la guerre avec les Anglais. Ah bon? Mais moi j'ai entendu des voix, moi. Ils m'ont dit il faut que tu boutes les Anglais hors du Stade de France. Michel, c'est fini la guerre de 100 ans. Non, mais pourquoi Dieu m'a donné une mission? C'est pas Dieu, c'est le préfet allemand, il a dit que des conneries. Arrête! Les mecs, en fait, ont fait un goulot d'étranglement avec les quarts de CRS et ensuite, ils ont gazé les mecs parce qu'ils savaient plus quoi faire. Et derrière, t'as les supporters anglais quand même qui témoignent de scènes d'émeutes où c'est les habitants des alentours du stade, des jeunes qui sont venus les dépouiller, voler les billets, les téléphones portables, la thune. Bref, ça a été une orgie de violence. Et aujourd'hui, les Anglais sont dingues contre Paris. Dirigeants, supporters, journalistes réclament des excuses à l'exécutif français après le fiasco de samedi. Alors Macron, lui, a dit « Je ne ferai pas de commentaires ». Évidemment, puisque c'est un énorme fiasco. Donc hop, le fiasco, c'est pas moi. Moi je fais que des choses qui marchent. Moi Brigitte, je fais que des choses qui marchent. Brigitte? Oui mon chéri, tu fais que des choses qui marchent. Tout le temps. C'est incroyable. Le mec, c'est à ce niveau-là de pipe. Tu fais comment en fait pour rigoler? Oui, Oudéa, c'est surtout la femme du patron de la Société Générale, qui lui avait aussi menti dans l'exercice de ses fonctions. Enfin les mecs, bon, et puis c'est la famille Duhamel, bref. C'est formidable. Sibeth est chez Adecco, absolument, et Attal se présente dans le 92. C'est beau. Mais Michel, quand on les voit, qui se prend pour Jeanne d'Arc avec sa petite bombe au poivre, c'est quand même formidable. Là, t'arrives à un degré. Donc là, les Anglais sont vraiment très en colère. Voilà ce qu'on peut lire dans la presse internationale, surtout anglais. La maire de Liverpool qui a envoyé un courrier. Vous avez ensuite la ministre française des Sports qui a reçu un courrier de la part du président du football club de Liverpool, Tom Werner, qui ne mâche pas ses mots. Il explique en fait que les autorités françaises ont traité comme du bétail les fans des Reds qui avaient fait le déplacement. La position du gouvernement français depuis, qui ne cesse de mettre la faute sur les supporters britanniques et leurs faux billets, irrite le club en disant vos commentaires étaient irresponsables, non professionnels et totalement irrespectueux. Personne ne croit bien sûr aux mensonges de Darmanin, à part nos journalistes. C'est formidable. Enfin non, Libé quand même dit non, là c'est un peu gros les gars. Mais BFM, ouais, c'est bon, ouais c'est vrai, supporter anglais, ouais. Les gars, le mec est un mytho. Mais appelez-le comme ça. Bonjour monsieur le mytho. Bonjour monsieur le ministre, pardon. Mais faites des blagues, allez-y, mais poussez-les dans leur retranchement. C'est juste plus possible en fait d'être pris pour des cons de cette façon-là, quoi. Série de déclarations non prouvées. Avant même qu'une enquête officielle et indépendante ait été menée, donc les 30 000, 40 000, personne n'y croit, évidemment. Le directeur général de Liverpool, Billy Hogan, a fustigé donc les commentaires inappropriés des autorités françaises, les 40 000 fans sans ticket avancés par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police Didier Lallemand sans qu'aucune enquête n'ait lieu. Ils n'ont pas été conviés à la réunion de crise au ministère de l'Intérieur, au ministère des Sports, pardon. Et donc, le club a appris la tenue de cette réunion dans les médias. Ils n'ont pas été du tout invités. Voilà. Faute d'être invités, la direction de Liverpool a mis en place son propre formulaire en ligne pour recueillir les témoignages des fans présents à Paris. Les Anglais ne veulent plus revenir à Paris. Ils ont été traités comme de la merde. Ils en revenaient pas en fait. C'est la première fois que ça arrive, sachant que les Anglais ont fait beaucoup d'efforts justement pour gérer les ultras et les fans de leurs différentes équipes depuis des années, puisque c'était un problème récurrent, les hooligans en Angleterre. Donc c'est évidemment très mal vu de la part des Français de critiquer les supporters anglais. Certains font le lien avec des événements en 89, un mouvement de foule qui avait causé la mort de 97 personnes. Alors heureusement il n'y a pas eu de mort ce soir-là au Stade de France, mais le bordel était tel que ça aurait pu être possible. Et puis sur les plateaux, tout le monde en Angleterre sont au diapason. Ils s'en prennent bien sûr à la thèse défendue par le gouvernement français. C'est une déclaration incroyable, tout simplement pas vraie. Il est triste de voir une ville magnifique que tant d'entre nous aiment apparaître inhospitalière et dangereuse. Voilà, ça c'est pour Paris. Déjà, bon, quand tu arrives à Gare du Nord, déjà tu te dis waouh depuis l'Eurostar. Et après tu vas au Stade de France et tu fais waouh. Bon voilà.
C'est comme ça, c'est le maintien de l'ordre, la doctrine du maintien de l'ordre à la française, appelée le SBEUL. Voilà, passé le choc de la soirée de samedi, au cours de laquelle son téléphone portable et d'autres affaires lui ont été dérobés, Steve Rotham, qui est un des supporters de Liverpool, fait le tour des médias britanniques. Le maire de la métropole de Liverpool répète que les pickpockets étaient plus organisés que l'UEFA ou que la police française et réclame une enquête indépendante, de même que le député local Ian Byrne, qui exige des autorités françaises qu'elles présentent leurs excuses publiques. Et Boris Johnson, lui, pris dans une affaire de Partygate parce qu'il faisait la fête pendant le Covid, alors qu'il avait dit aux gens, attention, il faut rester chez soi avec un masque et surtout ne pas dire bonjour à ses voisins en faisant la bise. Bon, lui, il faisait des grosses fêtes avec des raclettes parties et tout. Bref, et bon, il s'en est sorti en disant, je suis désolé, je savais pas, je suis désolé. Parce que là-bas aussi, ils sont pris pour des cons, hein. Faut pas croire. Malheureusement. Là, Boris Johnson a fait savoir lundi par l'intermédiaire d'un porte-parole qu'il était extrêmement déçu du traitement réservé aux fans des Reds. Les supporters méritent de savoir ce qui s'est passé, a martelé Downing Street. La pression n'est pas près de retomber, mais avec Darmanin le mytho, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener en termes de mensonges. Voilà, c'est quand même impressionnant. Alors moi, je souhaiterais apporter des excuses à nos amis britanniques que je porte dans mon cœur. C'est pas des façons, on ne traite pas les gens comme ça, voilà. Et puis, désolé, on a quand même le meilleur président que le monde entier nous envie, sans doute le meilleur ministre de l'Intérieur. C'est dommage, hein, mais on est vraiment désolé, c'est pas ça la France. Et si Michel, le CRS, a entendu des voix pour bouter les Anglais hors de France, la guerre de 100 ans, c'est fini. Vous pouvez bien sûr venir pour continuer à profiter de notre beau pays avec votre habitude de boire trop et de chanter fort dans les pubs. Voilà. Mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. C'est la revue de presse du monde moderne. Est-il besoin de le rappeler? Vous pouvez bien sûr vous abonner via Twitch ici, comme vient de le faire Twitch to Sam, qui cumule 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Partagez le lien de cette revue de presse partout où vous le pouvez. Hurler dans la rue que vous adorez cette revue de presse. Me dire bonjour quand vous me croisez, ça m'arrive de plus souvent. Merci à tous ceux qui viennent me voir en disant merci. Merci à vous d'être là tous les matins. Merci Antoine d'être là aussi pour la gestion technique. Merci à tous ceux qui m'aident pour le Discord. Merci à ceux qui ce matin et tous les autres matins font la modération. Sans eux, ce sera compliqué. Je ne vais pas passer à Toulouse avec la pièce, c'est pas prévu. Je passe à Périgueux mercredi prochain. Si vous êtes dans le coin, L'homme qui tua Muammar Kadhafi, la pièce spectacle documentaire sur le financement de la campagne de Sarko, etc. C'est le 8, je crois, mercredi prochain à Périgueux. Oui, c'est le 8 puisqu'on est le premier. Donc 1 plus 7 égale 8. Magie de l'arithmétique moderne. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et voilà. Après les dates, je les ai pas encore les autres, mais on fera peut-être d'autres trucs. Alors, attendez, je bois un petit coup de café. En Guadeloupe, alors je ne sais pas, il était question d'aller à la Réunion, peut-être en 2023. Voilà, mais rien n'est fait. Alors là, ce serait génial. Je ne joue pas Sarko dans la pièce, non. Il faut venir voir, mais non. Pourtant, je pourrais le faire. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai un grand président. Hein. Quand même. On a autre chose à faire. Et sinon, Jamy, quand est-ce que tu passes sur Nantes? Putain. Nantes, on devait... Ah, vous voulez un truc marrant? On devait passer à Nantes. Et le directeur du théâtre, dans un élan de soutien pour l'Ukraine, a dit non, je peux pas prendre une pièce, je peux pas programmer une pièce avec un mec qui bosse pour RT France. Et il nous a déprogrammé. Voilà. Il y a des petits gestes comme ça qui comptent. Parce que ça faisait de moi évidemment un collaborateur de Poutine qui bien sûr avait dit que c'était formidable d'envers l'Ukraine. J'ai jamais dit ça, hein. J'ai condamné cette invasion. Je pense que la guerre c'est de la merde. Je l'ai dit suffisamment de fois ici et dans des tribunes. Mais voilà à quoi on a affaire, hein. Des gens qui se drapent comme ça dans des trucs. Donc voilà, la pièce n'est pas en russe, non, mais non. Mais on la joue en anglais, pour ceux qui veulent nous voir jouer en anglais, c'est incroyable. Donc voilà, donc je donnerai pas le nom du théâtre ni de la personne qui nous a fait ce petit coup de pute, mais voilà, c'est comme ça, c'est beau, c'est la culture. Allez, donc voilà. Désolé les Anglais, on vous aime bien. Et puis, l'école Fantasme Scabreux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle, mais les écolières anglaises qui sont obligées de porter l'uniforme
en ont marre que l'uniforme soit d'écolière anglaise ou d'écolière japonaise soit utilisé dans le porno. Et oui, c'est un fantasme, l'écolière. Or, c'est un fantasme un peu pédo, c'est un fantasme dangereux puisqu'il se trouve que les lycéennes de la Sandbar High School dans le Cheshire, dans le nord-ouest de l'Angleterre, ont lancé une pétition pour que les uniformes scolaires dans les sex shops et dans la pornographie soient bannis. Le texte dit ceci: au Royaume-Uni, les uniformes scolaires sont portés par la plupart des élèves jusqu'à l'âge de 16 ans. Nous pensons que la vente de ces uniformes dans les sex shops et leur utilisation dans la pornographie ont pour effet de glorifier et de normaliser les actes sexuels avec des enfants. Cela revient à capitaliser sur l'exploitation sexuelle des enfants et à donner la priorité au profit plutôt qu'à la sécurité de millions d'enfants. Et derrière, il y a des chiffres. C'est vrai que le quotidien britannique The Independent parle de sifflets, de coups de klaxon, de menaces de viol parfois, des comportements non isolés. Et il y a une enquête de Plan International en 2018 qui expliquait que une jeune fille anglaise sur 3 a été harcelée alors qu'elle portait son uniforme scolaire obligatoire, puisque quand tu es anglais, tu le portes dans la rue pour aller à l'école et pour rentrer chez toi. Les garçons, eux, sont habillés en pantalon avec une veste, et les filles ont des jupes et des chaussettes, comme vous le voyez dans le porno japonais ou britannique, etc. Et donc, les écolières britanniques en ont ras-le-bol d'être pris pour des objets sexuels, et elles ont bien raison de gueuler. Et donc du coup, demande le bannissement tout simplement de ces étranges pratiques d'uniforme. Alors après, en uniforme, vous avez pilote d'avion, vous avez pompier, vous avez Gérald Darmanin, vous avez ministre, vous avez Marlène Schiappa, vous avez plein d'uniformes. Ils vous plaisent pas ceux-là ? Ah bon. Bonne Sœur, les Bonnes Sœurs, elles n'ont pas demandé à ce que l'uniforme de Bonne Sœur soit banni de la pornographie. Le plombier, évidemment, le sponsor SU2000, le petit bonhomme de CTLM. Vous avez plein d'uniformes qui sont utilisables pour des jeux sexuels. L'Indien de YMCA, le supporter de Liverpool, la photocopieuse, le policier, Borat évidemment, le costume de Brigitte avec la perruque blonde, Didier l'Allemand avec la casquette, évidemment, enfin plein d'autres moyens de faire. Alors, c'est vrai que dans la culture japonaise, l'uniforme d'écolière et le hentai, c'est quand même, t'enlèves ça, t'as plus de hentai, c'est ce porno japonais dessiné. Ça va être très compliqué pour eux, pour les Britanniques. On va voir si jamais la pétition recueille 100 000 signatures, alors une loi devra être discutée au Parlement, et il serait temps, effectivement, parce que c'est vrai que c'est inquiétant. Une écolière sur 3 qui est harcelée alors qu'elle porte son uniforme, ça fait quand même pas mal. Jamy, super, vous faites chier. Grutier, merci Bob. Top Gun, évidemment. Sous-marinier, Grenouille, Commandant Cousteau, Camoulox, voilà. Donc, c'est Christophe Barbier, juste une écharpe rouge. Hop. À poil avec ton écharpe rouge. Daniel Cohn-Bendit refuse de signer cette pétition. Ça ne m'étonnerait pas. Il y a des gens de Bourgogne. Alors, allez sur le Discord. Les gens s'organisent par région entre modernos, vous inquiétez pas. Comment ça marche un cerveau ? Alors, un cerveau, alors ça marche, c'est compliqué. Il y a 2 hémisphères, il y a l'hypothalamus, il y a plein de trucs. Enfin, c'est compliqué. On parlera des souvenirs et de tout ça. On peut. Mais globalement, c'est compliqué. C'est compliqué et certains ont du mal à le faire marcher. Voilà. Merci Nadace pour le lien du Discord, n'hésitez pas. D'ailleurs, je crois que c'est en live en ce moment, je parle en live dans le Discord également, pour si jamais ça... Non, puisque j'ai plus le lien du Discord en fait. Ah voilà. Oh là là. Trouve des groupes d'études selon le pôle étudiant. Non mais c'est pas ça. Donc voilà. Donc peut-être ça marche, je ne sais pas. En ligne, tout est calme pour le moment sur le Discord du Monde Moderne. Non, parce que je découvre ce truc, mais comme je sais pas trop comment ça marche. Voilà. Si je fais ça, normalement, tac, je fais ça, et comme ça prend de la bande passante, ça va flinguer le live en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je mets le Discord et ça flingue le live, donc je peux pas faire les deux. Alors, bon. Ouais, c'est pas grave. Donc, au revoir les écolières et le fantasme scabreux. L'allèle, on dirait Junio dans Papy fait de la résistance. Qui ça, l'allèle ?
J'arrive plus. Peut-être trop petite. Ah, écoutez, je sais pas, c'est pas le lieu. Bon. Alors, l'allemand, ouais, bah, il lui manque la petite moustache, mais c'est vrai qu'il a une sacrée. Il a une bonne tête. Il a une bonne tête. Alors, guerre en Ukraine, des sanctions si près du but. Ursula von der Leyen est très contente puisqu'on va payer le pétrole russe très très cher. Alors, le problème, c'est que avant que les sanctions arrivent, c'est pas avant 2023. Hein. Il se donne 18 à 24 mois pour que on paye le pétrole russe très très cher. Mais bon, elle s'est dit oui, mais si on paye le pétrole russe et qu'il le vend plus cher à d'autres, il faut quand même qu'on le paye très cher nous aussi. Donc 6e paquet de sanctions, et sans doute le dernier, la mesure phare embargo sur le pétrole russe a été laborieusement négociée. Viktor Orban notamment a dit non mais on va pas faire ça parce que moi comment ils font pour se chauffer mes gars en Hongrie. Donc il est très content en disant que les familles hongroises peuvent dormir paisiblement. Nous avons écarté l'idée la plus farfelue qui soit. Alors l'UE va bien sûr faire marcher à blinde les centrales à charbon. Hein. Les Allemands vont relancer leurs centrales à charbon, ce qui va polluer le bassin parisien puisque la majeure partie des particules fines que vous respirez en région parisienne proviennent souvent des usines à charbon et sont charriées par le vent. Donc non contents de polluer, ils polluent principalement là. Et puis les usines à gaz également, alors on dit c'est une vraie usine à gaz, donc les centrales à gaz vont aussi y aller à blinde pour essayer de compenser le gaz russe. Le gaz russe, on ne peut pas le compenser actuellement. Le problème, c'est que l'UE dépend de la Russie pour 48,4% de son approvisionnement en gaz et 25,4% pour son pétrole. Donc sans passer, ça va faire mal, ça va coûter très cher. Alors Ursula von der Leyen s'en fout puisqu'elle est là pour flinguer l'Union européenne. Hein. C'est une grande stratégaire qui t'explique qu'il faut se faire mal pour faire mal à Poutine. Et donc la Commission européenne, poussée par le Parlement européen, sanctionne le pétrole russe avec ce nouveau paquet. Le problème étant qu'en achetant le gaz et le pétrole russe, on finance la guerre de Poutine, nous dit-on. 57,2 milliards d'euros, 30 milliards pour le pétrole et 25,7 pour le gaz et 1,5 pour le charbon. Plusieurs centaines de millions d'euros par jour qui sont ainsi payés à la Russie pour s'approvisionner en gaz. Alors on va petit à petit fermer le robinet pour condamner nos Russes qui sont très très méchants, qui eux vont vendre aux Chinois, aux Africains, aux Indiens, enfin pas de problème de ce côté-là. Et nous, on va demander du pétrole, peut-être aux Iraniens. Hein. Du coup, les Américains sont en train d'être sympas avec les Iraniens, aux Qataris, mais qui ont dit attention, on ne peut pas non plus tout faire. Et donc, ça va être très compliqué. Mais c'est Ursula von der Leyen qui a décidé, c'est elle qui décide de tout. Non, c'est la Commission et les différents chefs d'État européens qui se mettent d'accord entre eux pour nous maltraiter. Voilà comme on y est. Donc c'est formidable, ce monde est formidable, on va gagner la guerre et puis grâce à Nicolas Bouzou, en roulant à 110 km/h sur l'autoroute et en se chauffant à 19 degrés ou moins, on va là aussi non seulement sauver la planète mais sauver l'Ukraine, de quoi bien se sentir bien, hein, bien dans ses baskets, bien dans son corps, bien dans sa peau. Roussel, vous savez, pas Kader Roussel, mais Fabien Roussel, ce candidat du PCF, hein, le candidat du Parti communiste préféré des mecs de droite, a le spleen. Et oui, parce qu'après avoir été la star des plateaux de télé et des journalistes d'extrême droite ou de droite, il est tombé quasiment dans l'oubli avec la NUPES. Et oui, il doit être une tête parmi d'autres. Or, il a fait tout son beurre en tapant sur Mélenchon. Mélenchon, ce Chavez, hein, cet homme incroyable qui veut phagocyter la gauche. Depuis 2018, en fait, Fabien Roussel a fait en sorte que sa stratégie à la tête du Parti communiste soit une stratégie anti-France insoumise. Alors à gauche, ça fait mal. Il a du mal à trouver sa place. Il n'est jamais présent lors des meetings. Il a disparu. C'est Yann Brossard, qui est à la mairie de Paris et au Parti communiste, qui fait office de représentant du pôle communiste au sein de la NUPES, qui est là et qui dit non, il faut y aller les gars, c'est l'union, il ne faut pas déconner. Pour Roussel, il marche seul. Il fait pas de vagues parce qu'il voudrait être élu quand même. Parce qu'il y avait eu son petit souci où il avait été payé à rien foutre en tant qu'assistant parlementaire. Comme beaucoup, me direz-vous, c'était la pratique à l'époque. Là, il aimerait bien retrouver son poste de député, donc il fait pas la fine bouche. Voilà. Mais du coup, non plus, il fait pas grand-chose. Ça, c'est quand même une nouvelle assez incroyable. Pierre Berger, associé, commissaire prisé des trafiquants. Un trafic d'antiquités qui était volé dans différents pays du monde et vendu par cette maison de vente aux enchères, Pierre Berger, associé, qui n'était pas très regardante sur la provenance des œuvres d'art. Alors, le problème, bien sûr, ce sont ces antiquités, des œuvres qui
qui sont patrimoine des pays où elles ont été volées et où les voleurs s'organisent pour acheter eux-mêmes l'œuvre qu'ils ont volée, pour blanchir l'argent et pour ensuite la revendre sur le marché, étant eux propriétaires de l'œuvre qu'ils ont volée. Pierre Berger a participé en disant « On a été un peu naïfs, c'est vrai, on n'a pas été très regardant sur la provenance des œuvres. Les pilleurs ne sont pas ceux qu'on croit. Voilà, quand vous avez de la thune et que vous ne savez plus quoi acheter, vous allez acheter l'inachetable, des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui doivent rester dans les pays, des choses qui sont l'âme et le cœur de nations entières. Et puis, comme vous êtes un vrai salopard, vous le vendez, vous faites de la thune avec. Voilà, c'est beau, c'est beau. Et il se trouve que mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et usage de faux, cette société de vente aux enchères est dans la sauce avec l'ancien quand même président du Louvre qui se retrouve lui aussi dans ce carrousel de l'escroquerie en bande organisée. C'est beau, non? Là. Dans les échos, électricité, l'atout nucléaire se retourne contre la France. Qu'est-ce qui se passe? Oui, l'atout nucléaire, figurez-vous, c'est pas un atout, c'était. La moitié du parc nucléaire est à l'arrêt. Maintenant, on pensait qu'on avait de l'électricité bon marché. Pas vraiment, puisque malgré la taille du parc nucléaire, qui est l'un des plus grands du monde en France, l'électricité n'est pas bon marché. Les enchères s'envolent. Cette situation arrive au pire moment, puisque le prix du gaz augmente. On va fermer le pétrole et le gaz avec Ursula, formidable. Entre janvier et avril 2022, donc, on a importé 2 TWh d'électricité contre près de 10 TWh d'export à la même période l'an passé. Donc on importe notre électricité alors qu'on était exportateur. Donc c'est pour attirer, bien sûr, acheter de l'électricité, on fait monter les enchères, donc on la paye très cher. En avril, lors d'une semaine de froid tardive, on a tutoyé les limites du marché avec un pic de prix à 2 987 € le mégawattheure. C'est du jamais vu. Donc on achète l'électricité très, très cher. En moyenne, depuis le début de l'année, sympa Bruno, les électrons français sont 30% plus chers que ceux vendus en Allemagne. Donc on se fait vraiment tondre. C'est-à-dire qu'avec les sanctions, on se fait tondre, mais avec nos centrales à l'arrêt par moitié, on se fait encore tondre. Ça, c'est Macron, c'est le fiasco permanent. Emmanuel Macron, c'est quand même incroyable. C'est le président de l'inflation, du chômage de masse, de l'électricité chère, de l'effondrement de l'hôpital, de la santé et de l'éducation. Et le mec est réélu. Alors expliquez-moi les Français. Vous aimez vous faire mal? Vous êtes idiot? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? À part une revue de presse tous les matins. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que on va parler? On se parle. Mais là, c'est au-delà du réel, les gars. On a une pipe, mais cosmique, qui foire tout. Le Stade de France. Le mec, il a fait des pieds et des mains pour avoir la finale qui était censée être à Saint-Pétersbourg de l'UEFA. Non, les Russes sont méchants, mais nous, on va la faire à Paris super bien. C'est un fiasco. Et je ne ferai aucun commentaire. C'est pas commenté, c'est un fiasco, c'est pas moi, c'est eux. Ça va 5 minutes, non? Alors, pour éviter le scénario du pire, alors on a des terminaux méthaniers, donc on va essayer de booster les centrales à gaz, comme je vous le disais, pour éviter que le choc ne soit trop dur, diversifier le mix électrique, bien sûr, puisque la production nucléaire n'a cessé de reculer depuis 2016. Avant même la découverte des tuyauteries corrodées, la France affichait déjà un déficit de disponibilité des centrales. Par rapport aux autres grands pays nucléaires comme les États-Unis, le parc français en 2021 produisait à 67% de ses capacités. Donc c'est du jamais vu. On a des centrales qui ne marchent pas. Voilà. Mais tout va très bien. Et puis, l'embouteillage des travaux, certes, les prix, bien sûr, de ces travaux. Et donc, nous devons aussi diversifier notre mix énergétique. C'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, pour finir en fanfare et en beauté, puisqu'on finit toujours en fanfare et en beauté, Washington renforce encore son aide militaire à l'Ukraine avec des grosses machines qui tuent. Et oui, ils vont envoyer à l'Ukraine ces magnifiques petits missiles qui ont une portée de 80 km sur des chars, des blindés légers. Alors ce magnifique appareil s'appelle les HIMARS, lance-roquettes montées sur des blindés légers avec une portée de 80 km. C'est une ligne rouge. Poutine avait dit attention, si vous envoyez ce type d'armes à longue portée, pour nous c'est une ligne rouge. Bon alors c'est ligne rouge contre ligne rouge, c'est compliqué.
Donc c'est Kiev qui réclamait ces armes-là. Washington étudiait s'il pouvait les envoyer. Alors 40 milliards qui ont été déversés pour aider l'Ukraine dans sa guerre. Et mardi soir, Joe Biden explique dans une tribune au New York Times avoir décidé que nous fournirions aux Ukrainiens des systèmes de roquettes plus avancés et des munitions qui leur permettront de frapper plus précisément des cibles clés sur le champ de bataille en Ukraine. Voilà, donc ces fameux HIMARS. En marge de cette annonce, Biden a aussi dit que ce que l'Amérique fera ne fera pas en Ukraine. Une explication jugée nécessaire. 40 milliards de dollars, c'est beaucoup, alors que les Américains, eux aussi, sont face à une inflation majeure et l'effondrement de leur système financier comme partout ailleurs dans le monde. Mais tout va très bien. Et donc le consensus bipartisan est en train de s'essouffler. Le président américain veut sortir des guerres sans fin. Alors il se barre d'Afghanistan. Du coup les talibans, il n'y a jamais autant de ventes d'enfants en Afghanistan que depuis que les talibans sont revenus au pouvoir. Merci les États-Unis. Bah oui, parce qu'ils ont lutté contre les... Mais après, ils ont donné les clés avec des armes. Enfin, c'est super bien foutu. Voilà. Alors, ne pas sanctionner l'offensive russe pourrait marquer la fin de l'ordre international fondé sur des règles et ouvrir la porte à des agressions ailleurs, avec des conséquences catastrophiques dans le monde entier. Ce que fait les États-Unis depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles. C'est des conséquences catastrophiques. Je parlais juste de l'Afghanistan, mais on peut parler de la Libye, par exemple. On peut parler de l'Irak, évidemment. Ça, c'est pas fini. Alors, Biden veut convaincre que les États-Unis ne mettent pas une guerre par procuration contre Moscou. Mais quand même, il a dit que Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir après les fuites sur l'importance du renseignement américain dans le conflit. C'est eux qui donnent les cibles aux Ukrainiens pour qu'ils tirent dans la bonne direction. Nous ne cherchons pas une guerre entre l'OTAN et la Russie, assure Joe Biden dans son texte. Bien que je ne sois pas d'accord avec M. Poutine et que je trouve ses actions scandaleuses, les États-Unis n'essaieront pas de provoquer son éviction à Moscou. Ouf, il revient sur ses déclarations qu'il avait fait parce qu'il était chargé au sucre. Il était sorti il avait bouffé des glaces là, tout le trajet dans Air Force One. Et Poutine est un dictateur qui doit... Non, je ne veux pas que Poutine... Donc il se calme un peu. Et il... Ok, super. Et là, ça revient. Ok, c'est juste par intermittence. En fait, j'ai le réseau parfois qui saute. Il n'y a plus. Donc j'arrive, je suis bien, et puis je suis à zéro, puis je suis bien, puis je suis à zéro. Donc je ne sais pas à quel moment ça a foiré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pédale timide, non mais autorisé, ça, c'est pas un gros mot. Enfin... donc voilà, ça s'en va et ça revient. C'est la revue de presse Claude François. Ça s'en va et ça revient. Du coup, vous faites tous refresh, donc ça fait monter les chiffres de manière artificielle. C'est dommage. Alors que vous êtes 16 856 followers, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette revue de presse ou nous suivre tout simplement sur Twitch. On est là, merci Balvechar pour ce nouvel abonnement de niveau 1, 4 mois d'abonnement. N'hésitez pas bien sûr à offrir des abonnements, vous abonner, nous suivre sur Patreon. Bref, nous avons besoin de vous et de votre soutien. Et puis, on ne peut pas finir une revue de presse sans Bruno Le Rebond. Bruno Le Maire, Jean-Luc Mélenchon est un Chavez gaulois. C'est une interview dans le Figaro. Formidable Bruno, qui t'explique que Mélenchon, c'est un Chavez gaulois. Ok, et Bruno, on fait quoi pour l'inflation ? Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Ah, et Kiki, ah, mais même Kiki répond plus. Ah, c'est la merde. Bon, je vous cache pas qu'on est dans la merde. Je vous cache pas que, on peut quand même encore en rigoler. Donc, c'est qu'on n'est pas tant dans la merde que ça. Qu'il faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Même si parfois, oui, c'est difficile et qu'on a du mal à ne pas prendre ça tout trop au sérieux. C'était la revue de presse du monde moderne. Vous avez dorénavant un Discord pour échanger et raconter vos conneries. Je vous donne rendez-vous demain à 9h pour la revue de presse du monde moderne. Mercredi prochain à Périgueux en live sur scène pour la pièce, le spectacle documentaire L'homme qui tua Muammar Kadhafi.
Et sur les réseaux sociaux, bien sûr, Twitter, YouTube et Telegram, où vous pouvez nous retrouver, me retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on va raider, tiens? Qu'est-ce qu'on va raider aujourd'hui? Comment je peux savoir qui c'est qui est en live? J'aimerais bien raider des trucs où ils sont un, tu sais. Attends, faire un raid. Lancer un raid sur une chaîne, voilà. Comment tu sais qui est en ligne et où ils ont personne? Le stream, ils sont 83. Je sais pas qui c'est. C'est pas mal ça. Midbest qui joue à League of Legends, ils sont 103. J'aimerais trouver un mec où ils sont genre 2, tu vois. Je sais pas, vous avez vous des Discord à raider? Non, David est pas en ligne. Le stream, c'est Webedia. Alors non, hors de question. Non, mais un petit gamin qui joue tout seul, là, il se dit, putain, c'est quoi ce délire? Ils sont pleins, tu vois. Lancer un raid, je sais pas. Ah bah voilà, Eric Christian Play, il est 1. Alors on va le raider. Hop. Et je sais pas à quoi il joue, mais allez, soyez cool avec lui, déconnez pas. Allez, Eric Christian. Hop. Je sais même pas s'il parle français, mais soyez cool avec lui. Allez, ciao. À demain.